Il n'existe pas un seul animal sur cette planète dont la mort est si colossale qu'elle porte littéralement son propre nom, une chute de baleine. Quand on y pense, c'est étrange. On pourrait croire que lorsqu'une de ces créatures meurt, c'est simple. Son corps inerte coule vers le fond. Il disparaît dans les abysses. Jamais plus personne ne le revoit. Fin de l'histoire. Mais c'est faux. Ce qui se passe réellement est l'équivalent d'un impact de météorite pour la vie marine. Sauf que c'est une météorite faite de chair. Une météorite de viande. Quand une baleine meurt, elle ne fait pas que mourir. Elle déclenche un événement planétaire à son échelle. Elle traverse des étapes complexes. Chacune de ces étapes dure des mois, parfois des années. C'est un événement si monumental que des espèces entières, des créatures dont vous n'avez jamais entendu parler, dépendent totalement de ces chutes. Si les baleines arrêtaient de tomber, ces espèces disparaîtraient. Elles seraient rayées de la carte. Mais pour comprendre comment une telle chose est possible, nous devons remonter le temps. Nous devons regarder comment ces géants meurent en premier lieu. Imaginez ces titans. Ce sont littéralement les animaux les plus massifs du monde. Ils sont si grands qu'ils n'ont presque aucun prédateur naturel. Rien ne peut vraiment les attaquer. Alors, comment meurent-ils? Comme les géants des temps anciens. Lentement, de vieillesse, de maladie, ou simplement d'épuisement total. Et c'est là que réside la tragédie. C'est peut-être la mort la plus brutale de tout l'océan. Pensez-y un instant. Les baleines sont des mammifères. Contrairement aux poissons, elles ne peuvent pas respirer sous l'eau. Elles doivent remonter. Encore et encore. Toutes les quelques minutes, même la plus grande d'entre elles doit pousser son corps de plusieurs tonnes vers la surface, juste pour prendre une seule respiration. Imaginez l'effort. Quand vous pesez plus de 50 tonnes, ce n'est pas exactement une promenade de santé. Quand la baleine est jeune, c'est facile. Elle est une locomotive de muscles. Elle fend l'eau avec la puissance d'un train de marchandises. Elle crève la surface sans y penser. Mais le temps passe, la baleine vieillit. Ce même voyage vers la surface devient une torture. Les muscles s'affaiblissent. Les réserves de graisse changent. La gravité, qui était autrefois une simple nuisance, devient un ennemi mortel. L'effort pour lutter contre la pression devient insupportable. Finalement, le moment arrive. Elles deviennent trop vieilles, trop faibles. Leur corps est tout simplement trop lourd pour que leurs muscles fatigués le soulèvent. C'est cruel, c'est presque ironique. Le poids qui faisait d'elles des rois intouchables est ce qui finit par les tuer. Elles se noient, tirées vers le fond par leur propre grandeur. Comme le dit le proverbe, la mer donne et la mer reprend. C'est ici que tout commence. C'est le début de la chute de baleine. Mais attendez, bizarrement, la chute ne commence pas tout de suite. La baleine entre dans sa première phase post-mortem, le stade flottant. Contre toute attente, le corps massif ne coule pas, il flotte. Pourquoi? Parce que la biologie est une chose effrayante. À l'intérieur de la baleine, la mort déclenche une réaction en chaîne. Les bactéries, enfermées dans les intestins, commencent à dévorer les tissus de l'intérieur. Elles travaillent vite. Elles libèrent des gaz, du méthane, du dioxyde de carbone, du sulfure d'hydrogène. Ces gaz n'ont nulle part où aller. Alors, ils gonflent la carcasse. Le corps de la baleine se transforme en un ballon gigantesque et grotesque. Une île de chair boursouflée qui dérive à la surface, c'est une image saisissante, mais c'est aussi le premier signal du dîner. Pendant qu'elle flotte, la première étape de la brutalité commence. Les requins, les oiseaux de mer, d'autres prédateurs opportunistes, tous se ruent sur cette montagne flottante. Ils déchirent la graisse, ils arrachent des morceaux de viande gros comme des valises. C'est un festin qui peut nourrir des chaînes alimentaires entières pendant des semaines, mais cela ne peut pas durer. Finalement, ce vieux ballon de viande commence à perdre son intégrité. Les gaz s'échappent, la flottabilité disparaît. L'océan réclame son dû. Pièce par pièce, la carcasse commence à basculer, et soudain, elle sombre. C'est là que la véritable chute commence. Le voyage vers le fond n'est pas instantané. C'est une descente lente et silencieuse.
Selon la profondeur, cela peut prendre des heures. Imaginez une profondeur de 3000 mètres. La baleine tombe à une vitesse d'environ 30 mètres par minute. Cela signifie qu'elle chute pendant près de 2 heures. Imaginez que vous êtes un poisson des abysses. Vous nagez dans le noir complet. Et soudain, vous sentez une onde de pression. Vous levez les yeux, si vous en avez, et vous voyez la masse la plus grande que vous ayez jamais vue s'écraser lentement vers le fond. Un silence lourd. Puis, l'impact. Le corps touche le sédiment. C'est le début de la 3e étape, le stade des charognards. C'est ici que les choses deviennent vraiment viscérales. C'est peut-être dégoûtant pour nous, mais pour les abysses, c'est un miracle. En quelques heures, ils arrivent. Les nettoyeurs des profondeurs. D'abord, les myxines, ces créatures primitives, sans mâchoire, qui ressemblent à des anguilles gluantes. Elles s'enfoncent directement dans la chair. Ensuite, les requins dormeurs, des crabes géants, des amphipodes orafeudes voraces. C'est une frénésie, une scène de crime biologique. Ces charognards peuvent dépouiller des centaines de kilos de chair en une seule journée. Ils ne s'arrêtent pas. Au cours des mois, voire des années suivantes, ils vont consommer jusqu'à 90% de la biomasse de la baleine. Il ne reste bientôt plus que les os, un peu de tissu conjonctif et des résidus huileux qui s'infiltrent dans le sable autour. Vous devez comprendre une chose, les grands fonds sont un désert. La nourriture y est rare. Tomber sur une carcasse de baleine, c'est comme gagner au loto. Sauf que le prix est une montagne de viande en décomposition. Une fois que les gros charognards ont fini leur massacre, une nouvelle phase commence. Le stade des opportunistes, ceux qui aiment l'enrichissement. Maintenant, ce sont les petits qui prennent le relais. Des vers marins, des crustacés minuscules, des tapis de bactéries. Ils ne mangent pas la viande rouge, non. Ils se nourrissent de ce que les autres ont laissé. Les résidus huileux, les morceaux de tissu coincés dans la boue, ils s'enfouissent dans le sédiment autour des os. Je sais ce que vous pensez, ça a l'air répugnant. Et honnêtement, ça l'est. Si cette scène se déroulait à la surface, l'odeur serait insupportable. Imaginez des milliards de kilos de viande pourrie, des graisses en décomposition, le tout mélangé à du soufre et de l'ammoniac. C'est l'odeur classique de l'œuf pourri, mélangé à une décharge de poisson. Mais ici, dans le noir et le froid, c'est la vie qui foisonne. Cette étape dure des années, parfois des décennies. Ce qui était une simple carcasse devient un écosystème à part entière. C'est une oasis de vie au milieu d'un désert vide. Certaines créatures qui apparaissent ici sont si spécialisées qu'elles ne peuvent vivre nulle part ailleurs. Elles n'existent que sur les cadavres de baleines. Prenez les vers Océdax, par exemple. On les appelle les vers mangeurs d'os. Leur nom est littéral. Ils n'ont pas de bouche. Ils n'ont pas d'estomac. Alors, comment mangent-ils? Ils utilisent des racines. Des racines acides remplies de bactéries symbiotiques qu'ils enfoncent dans l'os pour digérer les graisses. C'est de l'ingénierie biologique de cauchemar. Mais c'est fascinant. À côté d'eux, on trouve des moules étranges, des palourdes, des créatures qui se nourrissent de la soupe chimique qui s'échappe des restes, des formes de vie entières qui doivent leur existence à la mort de quelque chose de plus grand. Et juste quand on pense qu'il ne reste plus rien, que la baleine a tout donné, la vie trouve encore un moyen. C'est le stade final de l'alimentation, le stade sulfophile. À ce point, la chair a disparu depuis longtemps. Seuls les os blancs reposent dans les ténèbres, mais ces os sont chargés de lipides, et les bactéries des grands fonds savent exactement comment transformer cela en énergie. Elles commencent à décomposer les graisses à l'intérieur même du squelette. Ce processus libère du sulfure d'hydrogène. Pour la plupart des animaux sur Terre, ce gaz est toxique, c'est un poison mortel. Mais pour les monstres des profondeurs, c'est du carburant. Des vers tubicoles géants apparaissent. C'est pratiquement un écosystème de cheminées hydrothermales miniatures. Sauf que cette fois, l'énergie ne vient pas du magma de la Terre. Elle ne vient pas du Soleil. Elle vient uniquement du cadavre titanesque d'une baleine.
Cette phase peut durer des décennies, voire un siècle. Une baleine morte il y a 100 ans peut encore nourrir une nouvelle génération de vie aujourd'hui. Un seul grand animal transformé en milliers de petits. C'est beau, d'une certaine manière, mais aussi sauvagement dégoûtant. Je ne sais pas trop quoi ressentir face à ça, mais je suppose que c'est simplement la loi de l'océan. Mais que se passe-t-il après? Même les os finissent par céder. Les sulfures s'épuisent, les bactéries meurent. Ce qui reste de la baleine n'est plus qu'une structure fragile. Un squelette nettoyé, creux, à moitié enterré dans le sable. Mais est-ce la fin? Pas tout à fait. C'est le stade du récif. Le squelette devient de l'architecture. Des coraux, des éponges, des anémones viennent s'accrocher aux côtes et aux vertèbres. La carcasse pourrissante est devenue un récif des profondeurs. Des petits poissons et des invertébrés emménagent. Ils se cachent entre les côtes comme dans une ancienne forteresse. Ils ne mangent plus la baleine. Ils l'utilisent comme maison. C'est un support structurel. Finalement, après des siècles, les os s'effritent. Les atomes se dispersent. La baleine redevient poussière d'étoiles dans l'océan. La question qui se pose maintenant est: à quelle fréquence cela arrive-t-il? Combien de ces villes fantômes parsèment le fond de l'océan? C'est là que l'histoire humaine entre en jeu. Et c'est assez sombre. Pendant une courte période, les chutes de baleines sont devenues artificiellement fréquentes. Au 19e et 20e siècle, l'âge d'or de la chasse à la baleine industrielle. Des milliards de baleines étaient tuées chaque année. Les baleiniers prenaient l'huile, la graisse et jetaient souvent le reste. Des carcasses entières ou des parties massives étaient balancées par-dessus bord. Chacune de ces morts, naturelle ou non, envoyait une onde de choc vers le fond. Une seule chute peut soutenir un écosystème pendant 100 ans. Donc, chaque baleine perdue était une tragédie pour la surface, mais un cadeau pour les abysses. D'une manière tordue, l'industrie baleinière nourrissait les monstres du fond tout en dévastant la vie en haut. Les humains jetaient littéralement des écosystèmes entiers à la mer. Mais évidemment, cela ne pouvait pas durer. Quand on tue trop de baleines, il n'y a plus de baleines pour faire des bébés baleines. Les populations se sont effondrées. Certaines espèces ont frôlé l'extinction. Et soudain, la pluie de viande s'est arrêtée. Un pic massif de nourriture suivi d'une famine brutale. Toute cette vie qui s'était développée au fond. Elle n'avait plus rien à manger. En perturbant les baleines, nous avons probablement affamé des parties entières de l'océan profond sans même le savoir. Mais les baleiniers ne sont pas les seuls responsables. D'autres choses provoquent ces chutes. Les collisions avec les navires, par exemple. C'est brutal. Une baleine pèse lourd, mais un porte-conteneur pèse des dizaines de millions de kilos. L'acier contre la chair. Le choc est souvent mortel et instantané. La baleine coule, une chute artificielle. Il y a aussi les orques. En meute, elles sont capables d'abattre des adultes, bien qu'elles préfèrent les petits. C'est le cycle naturel. Et puis, il y a le phénomène le plus étrange, les échouages. C'est contre-intuitif. Si une baleine s'échoue sur une plage, comment peut-elle devenir une chute de baleine au fond de l'eau? C'est là que la physique des gaz revient en jeu. Quand une baleine s'échoue, elle meurt écrasée par son propre poids. Le soleil la cuit. Les gaz s'accumulent. Elle gonfle. Si la marée monte, cette flottabilité soudaine peut emporter la carcasse au large. Elle dérive, elle coule, et le cycle recommence. C'est d'ailleurs cette accumulation de gaz qui crée les fameuses baleines explosives. Vous avez sûrement vu ces vidéos. Si la carcasse n'est pas déplacée, la pression monte jusqu'à ce que la peau craque et boum, une explosion de méthane, de sang et d'entrailles. Ce n'est pas joli à voir. Au final, peu importe comment la baleine meurt, vieillesse, maladie, navire ou explosion sur une plage, le résultat pour l'océan est le même. Toute grande baleine qui coule devient une cité instantanée pour les abysses. Nous ne savons pas combien il y en a exactement en ce moment. Le fond de l'océan est trop vaste, trop inexploré. Il pourrait y en avoir des centaines, peut-être des milliers. Il est probable que les plaines abyssales soient pointillées
de ces oasis de mort. C'est l'ironie ultime. Les endroits les plus vivants au fond de l'océan sont exactement les endroits où quelque chose de géant est venu mourir. Que vous trouviez cela magnifique, dégoûtant, ou un mélange des deux, une chose est sûre, aucune autre créature sur cette planète n'a un impact aussi grand après son dernier souffle. La mort d'une baleine n'est pas une fin, c'est un commencement. Merci à tous d'avoir regardé. Nous venons de passer la barre des 30 000 abonnés. Et honnêtement, je ne peux pas vous remercier assez. Votre soutien à la chaîne Beyond Blue est incroyable. Je travaille dur pour m'assurer de vous livrer exactement ce que vous voulez voir. Alors, si ce voyage dans les ténèbres vous a plu, ou si vous avez d'autres idées de sujets, laissez un commentaire juste en dessous. Je les lis tous. Et si vous voulez voir une vidéo sur l'évolution terrifiante des 2 plus grands calamars du monde, cliquez juste ici. À bientôt dans les profondeurs.